Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. C'est depuis le CIC, le Centre international des conférences, situé au littoral d'Alger, au Club des Pins, que j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de l'émission Le Vrai Dialogue. Comme vous le savez déjà, chaque année, le 3 mai coïncide avec la Journée mondiale de la liberté de la presse décrétée par les Nations Unies en Namibie en 1993. En fait, cette journée sert, selon l'UNESCO, à rappeler au gouvernement du monde entier la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de réflexion sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Mais dans cette affaire, il y a un hic, un gros hic, celui relatif à certaines associations qui ont été créées suite à des initiatives privées obéissant à des décrets nationaux, mais très vite, elles se sont autoproclamées marraines de la cause des journalistes, comme c'est le cas pour RSF, Reporters sans frontières, devenue la plus riche ONG du monde. Elle établit un classement des pays du plus respectueux au moins respectueux de la liberté de la presse, un classement dénoncé par de plus en plus de pays comme étant fallacieux, dicté par les financeurs de cette association. Cette année, on va lire sur le site de RSF que la Russie et la Biélorussie connaissent une restriction très notable de la liberté de la presse, qu'en Algérie, l'emprisonnement des journalistes est monnaie courante, qu'en Afrique, toujours selon RSF, les journalistes sont assassinés à tour de bras, qu'en Chine, au Vietnam et en Corée, rien ne va plus. En revanche, l'Amérique de Joe Biden affiche les meilleures dispositions envers les journalistes, souligne toujours RSF. Quid d'Israël? Tout va bien, Madame la Marquise. Une foule de questions sur la crédibilité de cette association me monte aux lèvres. Je les poserai à Soufiane Gilali, président du parti Gil Jadid, à Jacques-Marie Bourget, écrivain et journaliste, à Ahmed Ben Saada, auteur et professeur à l'université d'Oran, à Abdelaziz Rahabi, ancien ministre de la Communication, et à Mokhtar Mediouni, présentateur à Radio Alger International. J'ai invité également Khaled Draroni, représentant de RSF à Alger, mais il a décliné mon invitation invoquant des raisons d'agenda très chargées. Et comment, puisqu'en Algérie, l'emprisonnement des journalistes est monnaie courante. Monsieur Mediouni, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi, madame. Monsieur Rahabi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Gilali, bonjour et merci d'avoir Bonjour. accepté mon invitation. Par Skype, nous rejoint de Paris Monsieur Bourget, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de m'avoir invité. Monsieur Ben Saada, depuis Oran, la ville de l'ouest d'Algérie, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et c'est moi qui vous remercie. Et je poserai ma première question à l'ancien ministre de la Communication, M. Rahabi. Comment pouvez-vous évaluer l'état de la liberté de la presse dans le monde? Dans le monde, il y a globalement un recul des libertés. Il est devenu très difficile d'exercer librement sa liberté d'expression dans des situations conflictuelles comme la Palestine, comme ce qui se passe essentiellement en Afrique. Je pense qu'il y a un recul de la liberté parce qu'il y a de moins en moins de garanties légales de la liberté. Pour avoir de la liberté, il faut le vouloir, mais il faut aussi tout un système de protection de la liberté. À mon sens, seule la loi doit pouvoir donner des garanties de liberté. Il n'appartient pas au pouvoir politique, au pouvoir financier, à ceux qui détiennent les moyens de communication, à ceux qui détiennent l'argent de la guerre,
de fixer les espaces de liberté aux citoyens. Nous en savons beaucoup en Algérie, parce que historiquement, nous n'avons pas pu exercer cette liberté d'expression pendant la colonisation. Après, pour des raisons historiques évidentes, il était difficile d'exercer une liberté d'expression dans un système sorti de la guerre, dans un système de guerre froide aussi, dans un système qui était marqué par une division du monde entre l'Est et l'Ouest. Nous n'avions pas choisi un camp où la liberté d'expression était garantie. Et puis nous avons connu tout un processus en Algérie, je préfère parler de l'Algérie, où le processus d'appropriation des espaces de liberté a été très douloureux. Ce n'est pas une évolution tout à fait naturelle. La liberté d'expression en Algérie, comme acquis, n'est pas issue d'une évolution naturelle, progressive, intelligente. C'est venu après une rupture entre l'État et la société, une rupture entre l'État et ses élites, une rupture entre l'État et la classe politique. Et la demande de liberté d'expression est devenue comme une demande qualitative d'évolution de la société. La société a beaucoup évolué, le pouvoir a évolué moins que sa propre société. La liberté d'expression a été un instrument de mesure. En réalité, chez nous, elle a commencé à devenir une réalité depuis les années 90. Votre évaluation à vous, Monsieur Gelali? Écoutez, je pense que le sujet doit prendre une dimension beaucoup plus large. D'abord, comment inscrire la liberté d'expression? C'est d'abord et avant tout un contre-pouvoir. Systématiquement, tous les pouvoirs n'ont pas envie d'être remis en cause, n'ont pas envie d'être critiqués, ont envie d'avoir une forme de pouvoir absolu sur la société, sur ses rouages, etc. Et donc, bien entendu, un État de droit, un État qui respecte les libertés des individus et des citoyens, doit permettre cette expression plurielle des différentes opinions de manière à équilibrer, à s'approcher de la vérité qui est peut-être inatteignable dans l'absolu, mais qui devrait être quand même l'une des préoccupations de chaque intervenant sur la scène publique. Malheureusement, on l'a vu, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de conscience, tout ça est venu dans le sillage de cette grande révolution de la modernité en Occident. L'Occident étant un petit peu le leader des civilisations ces siècles derniers. Le problème est que petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a maintenant une concentration excessive des moyens d'expression, puisque les grands journaux, les grands médias mainstream, etc., sont entre les mains non pas des journalistes eux-mêmes qui font leur travail de manière professionnelle, mais entre les mains d'un capital qui travaille pour son propre intérêt. Et là, on le voit très très bien, de plus en plus, la liberté d'expression est devenue un outil de manipulation et de pression sur ceux qui ne veulent pas s'aligner sur un certain nombre de politiques. Et donc malheureusement, on le voit à travers les ONG, à travers même des institutions, les parlements, le Parlement européen et autres, défendre dans la forme la liberté d'expression, mais dans le réel, ils ne la respectent pas tellement. Et là, on l'a vu ces derniers temps. On peut prendre le nom de certains qui ont fait des alertes par Internet, qui se retrouvent aujourd'hui en prison ou au bord d'être jugés, tels que Assange. Mais il y a eu tellement d'autres cas. Et puis on voit comment l'information est traitée toujours avec 2 poids 2 mesures. Lorsque les autorités politiques décident de fermer Russia Today ou Sputnik ou autres sans passer par la justice, sans avoir un argument, ils le font très facilement. Par contre, lorsqu'ils ont envie de perturber, de faire pression sur des pays qui ne les arrangent pas trop, à ce moment-là, ils réclament une liberté d'expression dans l'absolu qui peut déstabiliser la société visée. Et donc on voit bien que la liberté d'expression, c'est une très belle chose, mais encore faut-il lui mettre en place un environnement qui soit équilibré pour tout le monde. Monsieur Mediouni, vous avez bien entendu comment ils ont plus focalisé sur la liberté d'expression
que la liberté de la presse. Je me suis déplacée de Bruxelles ici pour célébrer avec mes confrères algériens le 3 mai, qui est la journée mondiale de la presse. Alors, ma question, elle va toujours dans le même sens, vous savez. Vous pensez que la liberté de la presse, elle est un peu mieux ou pire qu'il y a 10 ans, 20 ans, selon vous? Si vous permettez, justement, je rejoindrai M. Rahabi et M. Soufiane El-Djilali quand ils ont parlé du paramètre liberté de la presse. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle donne qu'il faudrait intégrer dans le champ politique actuel? C'est cette guerre de quatrième génération, cette guerre de communication. Donc, moi, je dirais qu'il y a un net recul de cette liberté d'expression en fonction, la liberté de la presse, en fonction des conflits et des intérêts des uns et des autres. Comme ils disent que voilà, c'est celui qui détient l'argent qui détient l'info. L'info aujourd'hui, elle est au service de puissances. Et souvent, comme l'avait si bien souligné M. Soufiane El-Djilali, l'Europe, elle a toujours eu comme cheval de bataille cette liberté de la presse, liberté de l'homme, liberté d'expression, mais que finalement, les derniers conflits en Europe, le dernier conflit en Europe, nous a démontré ô combien cette partie du monde était en recul par rapport à ces principes. Donc, il a cité Russia Today, il a cité Sputnik, mais il y a eu aussi d'autres journalistes français en plus, qui ont vécu dans le Donbass, qui ont été interdits d'antenne. Donc là, cette liberté de la presse, elle est appliquée à certains pays pour des intérêts autres que les intérêts de la liberté de la presse. Voilà. Très bien. Monsieur Bourget, vous partagez l'avis de Monsieur Mediouni? Je ne pourrais pas parler de la situation algérienne et de la presse algérienne que je connais trop mal, mais je connais la situation globale de la presse en Occident, aux États-Unis, à l'Oural presque, et je pense qu'il y a un problème structurel industriel, c'est-à-dire des propriétaires de journaux, le capitalisme, etc. Mais il y a aussi un problème humain, c'est-à-dire qu'avant, le journalisme, c'était une espèce de vocation, et chaque journaliste essayait de percer la vérité, d'avancer, etc., quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, on a une formation de gens qui ne sont pas des journalistes, mais qui sont des techniciens de presse, qui sont là pour rapporter, reproduire des vérités plus ou moins vérifiées, et du storytelling, comme dirait l'autre. Donc, les torts sont partagés. Il y a les structures capitalistes qui font que, évidemment, si vous écrivez des choses déraisonnables au milieu des patrons, on va... Mais il n'y a pas non plus une formation ni une volonté des journalistes de pousser la vérité en avant. Donc ça aussi un problème qui est peu remarqué et qui est un véritable problème. Monsieur Bensaada, vous iriez dans le même sens que Monsieur Bourget? Oui, en fait, c'est difficile de passer après 4 personnalités qui ont pratiquement tout dit sur la question. Moi, j'aimerais juste dire que en fait, la liberté d'expression, la liberté de la presse est une utopie vers certainement laquelle l'humanité cherche à atteindre. Mais en fait, depuis quelques décennies, le monde a changé. L'information, comme l'a dit mon collègue Mediouni, est un produit arsenalisé. Donc, on utilise l'information comme arme de guerre, en fait. Et il y a aussi tout l'aspect relié aux médias sociaux. Donc, ces 2 aspects, à mon avis, sont très importants. Premièrement, l'information est considérée comme une arme et utilisée comme telle. Et deuxièmement, les médias sociaux, le problème des médias sociaux, c'est l'immédiateté de l'information. Donc, il n'y a pas le temps, comme disait mon ami Jacques-Marie, il n'y a pas le temps de réfléchir. On ne prend pas le temps de réfléchir aux questions, de faire des enquêtes bien fouillées, etc. Et très souvent, par le fait même de cette immédiateté de l'information, on fait passer énormément de fake news. Donc, on a même maintenant inventé un système qui essaie de voir où sont les fake news, où ne sont pas les fake news, etc. Donc, le changement, ces changements fondamentaux concernant l'information, qui touchent aussi bien sûr la presse, parce que la presse n'est pratiquement plus sur papier, elle est sur Internet actuellement, elle dépend de ces 2 choses-là. En plus, il faut dire aussi que si des industriels
riche industriel s'occupe de la presse, il ne fait pas beaucoup d'argent, en fait. C'est pas le but avec la presse, c'est pas de faire de l'argent, mais avoir un pouvoir de décision et avoir un pouvoir pour aider le pouvoir en place, que ce soit dans les pays occidentaux, que ce soit ailleurs. Très bien. Monsieur Lahabi, la liberté de la presse a beaucoup d'avantages, j'allais dire. Elle a beaucoup de points positifs. Elle permet au gouvernement d'être plus proche des citoyens. Elle aide le gouvernement à mieux appréhender, à mieux comprendre les attentes des citoyens. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que la liberté de la presse a aussi des points négatifs? La liberté de la presse, à mon sens, est indispensable. Parce que si vous prenez la configuration algérienne, les pouvoirs traditionnels en Algérie n'ont pas changé jusqu'à l'avènement de la première expérience de libéralisation de la presse, c'est-à-dire en 88-89. Il faut dire que chez nous, tout vient par rupture brutale, rupture violente. Il y a eu les événements d'octobre, des manifestations populaires en Algérie, qui ont poussé le gouvernement à adopter des mesures, des réformes politiques. On a légalisé les partis politiques, on a ouvert les médias. C'est la première ouverture démocratique en Algérie, date de 89, la constitution de 89, sous Chedli Ben Jdid. Du coup, la presse est venue dans un espace qui était historiquement réglé par des pouvoirs politiques traditionnels. Elle voulait s'imposer comme un quatrième pouvoir. En voulant s'imposer comme un quatrième pouvoir, elle s'est donnée également à l'époque, le pouvoir l'a aidé à se donner le pouvoir d'être un contre-pouvoir, dénoncer la corruption, dénoncer le dépassement du gouvernement. C'était quelque chose de très nouveau en 89. C'est complètement nouveau dans la vie politique de l'Algérie. Donc, même chez le citoyen algérien qui n'était pas habitué à ces espaces d'expression, le citoyen a pris la presse comme une sorte de fenêtre de liberté dans laquelle il pouvait transmettre ses préoccupations, ses critiques vis-à-vis du gouvernement. Et nous avons eu cette expérience qui a commencé en 89, c'est-à-dire qui a commencé bien avant la chute du mur, disons une année avant la chute du mur de Berlin, qui a précipité les expériences de transition démocratique en Afrique et en Amérique latine. Chez nous, ça a commencé bien avant le mur de Berlin. Et du coup, la presse, avec ses journalistes, ses éditeurs, se sont imposés comme un nouveau pouvoir. Ils ne pouvaient pas être acceptés par les pouvoirs traditionnels. C'est-à-dire une autorité qui vient, qui s'impose par un jeu de l'histoire et qui commence à demander des comptes au gouvernement. C'est ça le problème de fond. Le problème de fond avec la liberté d'expression en Algérie, c'est cette faculté de reddition de comptes, que le journaliste dise au pouvoir exécutif, rendez des comptes sur l'utilisation de l'argent, rendez des comptes sur l'action du gouvernement. Tout se joue là. Tout se joue dans ce rapport de force et d'équilibre, bien sûr, entre les demandes de la presse, qui veut porter des préoccupations de la société, et les réponses que pourrait donner le gouvernement. Et ça continue. Ce que je vous dis là continue à ce jour. Monsieur Gilali, pour continuer dans le même sens, justement, à quel moment on peut dire que la liberté de la presse peut aussi avoir des points négatifs? C'est par rapport à ce que Monsieur le ministre vient d'évoquer, c'est-à-dire à partir du moment où la presse, elle va demander à ce quatrième pouvoir, elle va demander à s'émisser et à demander des comptes à l'exécutif, voire au législatif. Est-ce que c'est cela ou est-ce que c'est au moment où on va parler de fake news, de diffamation, etc. Je pense qu'à la base, il est évident que c'est par rapport à ces bienfaits-là que la liberté de la presse a été mise en avant, parce qu'elle dévoile les scandales, elle dévoile les dévoiements des pouvoirs, et c'est autant en Algérie qu'ailleurs. Donc ce rôle-là est absolument nécessaire. Mais en même temps, on le voit bien que la presse oriente d'une façon ou d'une autre un peu l'opinion publique. Et là, elle devient un outil qui est l'enjeu
entre les détenteurs d'idéologie, quelle qu'elle soit, qu'elle soit l'idéologie capitaliste ou qu'elle soit une idéologie alternative ou de gauche, etc. Le problème est que petit à petit, on rentre dans une phase où le citoyen, en tant qu'individu conscient, qui doit être informé, se transforme petit à petit en un élément d'une masse que nous devons orienter. Et à partir de ce moment-là, le détenteur de l'information ou le détenteur de l'outil de l'information a envie d'orienter l'opinion publique, soit pour soutenir un projet, soit pour détruire un autre projet, et donc forcément détruire aussi des individus. Et à partir de ce moment-là, les fake news, le buzz en général, la nécessité d'apparaître, etc., entrent en jeu et faussent en réalité le principe de base sur lequel était fondée l'activité de journalisme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de journalistes en font un métier pour vivre ou survivre, ça dépend dans quel pays ils sont, comme une source simplement financière, mais non plus cette motivation fondamentale de rechercher la vérité, de prendre le risque de s'aventurer dans le no man's land où on ne doit pas y pénétrer sans avoir l'autorisation ou le feu vert. Et donc, au final, la presse est devenue petit à petit des instruments d'une guerre de quatrième génération peut-être, mais dont l'objet est le formatage d'une opinion qui doit être utilisée comme un moyen de pression, que ce soit sur le gouvernement ou que ce soit sur l'opposition, etc. Et donc là, on n'est plus sur les mêmes règles du jeu. Bien sûr, lorsqu'on défend le principe de la liberté de la presse, la liberté d'expression, on est sur le principe. Et le principe, personne n'aura le courage de le remettre en cause. Mais l'application sur le terrain, ça devient un autre problème. Et là, on rentre dans une phase extrêmement délicate où on voit, y compris les grands pays qui avaient mis sur pied ce contre-pouvoir, sont en train de réviser, sont en train de revoir les formes de fonctionnement. On a vu dernièrement un président de commission européenne qui avait dit clairement que dorénavant, la presse devra suivre les instructions et non pas suivre les informations telles qu'elles pourraient les recueillir sur place. En tout cas, Internet devra fonctionner en fonction des nécessités stratégiques des États. Et donc, ça devient toujours un problème de polémique, une utilisation qui peut être faite à bon escient ou à mauvais escient. Et c'est là où on doit pouvoir faire cette critique-là, séparer le bon grain de l'ivraie, encourager la véritable liberté de la presse, mais sans tomber dans les jeux de destruction qui peuvent être dramatiques par ailleurs. Monsieur Ben Saada, à quel moment on va commencer à faire ce genre de tri sans pour autant faire peur aux politiques et sans pour autant aussi s'auto-censurer? Alors pour moi, tout cela, c'est vraiment des jolis mots, c'est vraiment de la philosophie. L'information est un produit très dangereux. Et donc, faire en sorte qu'on ait de l'information qui soit fiable, qui soit nette, claire, etc., je l'ai dit tout à l'heure, c'est une utopie. De la même façon,